Il est bientôt midi, bonjour à tous, très heureux de vous rencontrer sur l'antenne de BFM TV, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un agréable week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h et nous allons revenir dans un instant sur cette nouvelle nuit de frappe russe en Ukraine. Près de 600 drones et 26 missiles tirés la nuit dernière. Le Kremlin intensifie ses attaques. Pourquoi et comment? On répond à ces questions dans un instant. L'actualité, c'est également la pluie, les orages, les risques d'inondation. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange pour de fortes pluies, des orages et un risque d'inondation. Il a déjà beaucoup plu près de Narbonne, nous y serons dans un instant. Et puis, près de 12 000 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end à Paris, en région parisienne. Tolérance zéro et sécurité maximale pour le défilé du 14 juillet lundi. Et avant cela, vous le savez, pour encadrer les festivités autour du dernier match du PSG de la saison, les Parisiens affrontent Chelsea demain soir en finale du mondial des clubs à New York. Aux abords des Champs-Élysées, habitants et commerçants craignent le pire, même si Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, s'est voulu rassurant ce matin sur BFM TV. Vous l'entendrez. C'est parti pour le Déj Week-end. Très heureux d'être avec vous sur l'antenne de BFM TV. L'actualité, je vous l'ai dit, donc la Russie qui intensifie ses frappes en Ukraine. Près de 600 drones et 26 missiles ont été tirés dans la nuit. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'armée ukrainienne. Cyril Amorsky, bonjour. Vous êtes correspondant de BFM TV à Kiev. A-t-on une idée déjà des villes visées par la Russie cette nuit et le bilan de ces nouvelles frappes ? Oui, tout à fait, vous l'avez mentionné, il y a 597 drones qui ont été lancés contre l'Ukraine et 26 autres missiles. Sur ces drones, sur ceux qui sont de véritables drones, puisque la moitié, ce sont également des drones lancés par la Russie pour pouvoir saturer l'espace aérien, mais ils ne portent pas de charge utile. L'Ukraine annonce en avoir détruit à peu près 95-96%. Et parmi les missiles, 25 sur 26 ont été détruits. En termes de dégâts, c'est surtout l'ouest de l'Ukraine qui a été impacté cette nuit. On parle de la ville de Lviv, de la ville de Lviv, mais aussi de la ville de Tchernivtsi. Et selon les autorités, il y a eu 4 morts dans la ville de Tchernivtsi. Il y a eu également des blessés un peu partout à Lviv, donc à Lviv et à Tchernivtsi. On parle d'au moins 20 personnes blessées. Ce bilan pourrait s'alourdir puisqu'il y a encore des travaux sur place, des enquêtes en cours et potentiellement des civils qui sont tirés des camps. Merci beaucoup Cyril pour ces précisions. Avec nous pour évoquer ces nouvelles frappes, j'accueille le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultant défense pour BFM TV. Le chef d'état-major des armées françaises l'a dit hier au cours de sa conférence de presse. Le Kremlin ne reculera pas. Au contraire, il intensifie ses frappes. Pourquoi la Russie intensifie ses frappes maintenant ? Parce que Poutine est persuadé qu'il peut gagner cette guerre. En fait, il faut bien comprendre que dans l'esprit de Poutine, l'Ukraine doit capituler. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire des concessions. Il est en quelque sorte dans la volonté de soumettre l'Ukraine, la soumission. Il est dans la volonté de punition de l'Ukraine qui refuse, en fait, depuis 3 ans, de se rendre. Et il est dans la répression. Donc aujourd'hui, il est dans une guerre totale avec le sentiment que d'une part, finalement les Américains, en particulier Donald Trump, se sentent pas très concernés par ce conflit et que à un moment donné, les Européens vont lâcher. Donc il est là, dans cette logique de frappe, de destruction, avec, il faut le souligner, de toute façon, il échouera dans cette campagne de terreur contre la population ukrainienne. Il y a quand même une question que les téléspectateurs doivent se poser, c'est cette nuit, 597 drones. C'est très important. Il est évalué à combien le réservoir des armes dont dispose encore la Russie et surtout, qui les aide derrière? Alors, il faut comprendre que l'industrie russe tourne à plein régime pour la guerre. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées, hier, Thierry Burkhardt, a dit d'ici 2030, les Russes auront totalement reconstitué leur capacité militaire, voire modernisée. Aujourd'hui, les usines de drones fonctionnent à plein régime. Pour cela, on sait que, par exemple, ils reçoivent des composants chinois, que, bien sûr, il y a la filière iranienne, mais voilà, les industries tournent et donc sont en mesure de fournir des centaines de drones par jour aux forces russes. Et donc, les Russes, ils vont continuer à bombarder avec finalement, aujourd'hui, et encore, on l'a vu aujourd'hui, des objectifs répartis dans l'ensemble du pays, et y compris à l'ouest, qui étaient relativement
épargné. Mais aujourd'hui, c'est tout le territoire ukrainien qui est sous la menace donc des drones et des missiles russes. Merci Général Pellistrandi. On revient naturellement sur cette nouvelle nuit de frappe tout au long de la journée sur BFM TV. L'actualité, bien sûr, c'est également la pluie après les incendies. La pluie, la région de Narbonne est traversée par de grosses intempéries depuis ce matin. Les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange pour un risque de pluie, d'orage, d'inondation. Il a déjà beaucoup plu dans la région de Narbonne, également du côté de Perpignan. En plateau avec moi, Virginie Ilson-Lévy, journaliste au service météo de BFM TV. Alors, à quoi s'attendre? Est-ce que c'est dans l'après-midi que ça risque d'être le plus compliqué entre Perpignan et Narbonne? Voilà, exactement. Donc, les deux départements, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, ont été placés en vigilance orange par les services de Météo France à 6 heures. Donc, pour pluie, inondation, mais aussi orage. Mais le plus gros de l'événement est attendu à partir de midi pendant une bonne partie de l'après-midi. Alors, la situation, elle est assez classique. On a une dépression que vous voyez là sur l'animation, une goutte froide, on vous en parle assez souvent. Oui. C'est une dépression avec de l'air très froid en altitude qui, entrant en contact avec de l'air chaud près du sol, donc il faut savoir que sur toute cette zone entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, hier on a quand même eu des températures entre 25 et 36 degrés. Ça donne donc de violents orages. Alors sur l'animation, vous voyez aussi le sens du vent, puisque autour de la dépression, on a des vents qui circulent dans le sens inverse. C'est donc un flux de sud, pas mal d'évaporation avec une Méditerranée qui est à 23-24 degrés en ce moment. Et ça donne donc de fortes pluies. Ça a déjà démarré donc ce matin. La nuit dernière, on a eu quelques orages très localement, vous le voyez, sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc une cellule orageuse qu'on distingue très bien. Ce sont tous les petits points colorés que vous voyez sur la carte qui ont donné entre 20-30 mm de pluie, donc assez localement, notamment à la station de Durban-Corbière ou encore à Gruissant ce matin. Et donc dans le courant de l'après-midi, on va surveiller vraiment cette zone avec de fortes pluies. Alors voilà, 50-80 mm sur cette pluie, ça correspond à 2 à 3 semaines de précipitations, de la grêle, du vent. Et ensuite, ça va se décaler un petit peu plus à l'est, donc vers le Gers, en allant vers la région Midi-Pyrénées, le sud du Massif central. Et ensuite redescendre vers le Gard, l'Hérault ou encore la Provence. Ce sera plutôt la nuit prochaine, donc on va surveiller ce qui se passe. C'est quand même assez mobile et désorganisé. Bien sûr, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Virginie. Justement, nous sommes avec Nicolas Garcia. Bonjour Monsieur Garcia, vous êtes viticulteur dans l'Aude et vous étiez déjà concerné il y a quelques jours par les incendies dans la région de Narbonne. Et là maintenant c'est la pluie. Quelle est la situation sur votre exploitation? Qu'est-ce que vous avez vu vous ce matin? Alors, je suis désolé, je ne suis pas viticulteur dans l'Aude, je suis maire dans les Pyrénées-Orientales. Ah oui, effectivement. Oui, c'est pas... Effectivement. Donc vous êtes maire dans les Pyrénées-Orientales. On a beaucoup parlé de l'Aude ces derniers jours. Les Pyrénées-Orientales, la situation, on sait que le département est placé depuis ce midi, là, depuis quelques minutes, en vigilance orange. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez déjà peut-être constaté, vous, des dégâts sur votre commune et chez vos administrés? Non, pas du tout, mais là, il commence... C'est prévu à 11h, 11h30, puis c'est bien commencé, ça tombe dru. Donc, on a tout le monde à terre, on a prévenu les campings, on surveille les passages à gué. Et voilà, on est prêt à toute éventualité. Nous, les annonces qu'on a, c'est plutôt en allant vers le soir. Donc, ça commence là. À 15h, on nous a dit que ce serait un peu plus fort et ce soir encore plus fort. Donc, on est prêt... à toute éventualité. Les sols sont secs, donc ils ne vont pas forcément absorber l'eau immédiatement. Voilà, donc on sait que le réchauffement climatique provoque ce genre de... On était en alerte incendie il y a 3 jours et là on est en alerte orange pour les inondations. Il va falloir qu'on s'habitue à réfléchir différemment et à prévenir différemment ces situations. Monsieur le maire, est-ce que vous avez un conseil à donner à vos administrés qui nous écoutent, qui nous regardent? Écoutez, oui, moi en l'occurrence, mes administrés, oui, venez à la salle des fêtes parce qu'on est justement en fête et on a rapatrié tous nos concerts. Donc ne circulez pas en voiture, ne prenez pas le risque de sortir du village en voiture. Venez tranquillement avec vos parapluies, écoutez nos concerts qui ont lieu actuellement et c'est en fin d'après-midi. Voilà. Mais évitez de prendre la voiture beaucoup plus sérieusement. Et s'il y a de l'orage et des éclairs, bien sûr, ne vous mettez pas sous les arbres et ne vous mettez pas dans les endroits dangereux. J'avais juste une dernière interrogation, rapidement, monsieur le maire. Est-ce que ces dernières années, votre métier a changé face aux catastrophes climatiques que connaît le territoire dans la région de Perpignan et les Pyrénées-Orientales? Parce qu'il y a quelques années, c'était le manque d'eau. Là, ce sont des orages avec peut-être un trop plein d'eau sur des sols très secs. Est-ce que votre métier, il a changé? Bien sûr.
bouleversé complètement. Et moi, j'ai été élu, peut-être la chance ou malchance d'être élu en 2001 et depuis. Et franchement, aujourd'hui, on est submergé par les alertes orange, rouge. D'ailleurs, voilà, tout le monde met le parapluie, si je peux dire, mais en même temps, c'est justifié. Et honnêtement, celui qui ne voit pas que le réchauffement climatique a changé la climatologie et a changé le travail de tout ce qui s'occupe des secours, que ce soit les maires, les pompiers, les présidents de département, etc., voilà, sont dans le déni. En réalité, ça a beaucoup changé et on est tout le temps en train de prévenir soit de la sécheresse, soit des incendies, soit des inondations. C'est très, très, très contraignant et c'est très stressant. Et bon, c'est vrai que ça pèse sur l'engagement que nous avons. Merci beaucoup Monsieur Garcia d'avoir été notre invité. Je rappelle donc que vous êtes le maire d'Elne dans le très beau département des Pyrénées-Orientales. Merci à vous. On parle maintenant du 14 juillet, du 13 juillet également, puisque c'est un week-end chargé pour les forces de l'ordre en région parisienne. Il y aura des fouilles pour accéder aux Champs-Élysées lundi. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a confirmé ce matin sur BFM TV que près de 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés ce week-end à Paris et en région parisienne. Tolérance zéro, sécurité maximale pour le défilé du 14 juillet lundi et avant cela pour encadrer les festivités autour du dernier match du PSG de la saison avec une priorité, contrôler, fouiller, trouver des mortiers d'artifice qui pourraient être utilisés contre les forces de l'ordre. Déjà 2000 mortiers d'artifice ont été trouvés ces derniers jours lors de fouilles. Écoutez Laurent Nunez. Avant des événements, des festivités comme celle du 14 juillet, mais c'est vrai aussi pour le 31 décembre, on lance de nombreux contrôles, effectivement, des contrôles de parties communes, des contrôles de halls d'immeubles, de manière à pouvoir appréhender des mortiers. On en a fait près de 300 pour l'agglomération parisienne, qui sont des contrôles de voies publiques, de véhicules, qui sont des contrôles de parties communes, des contrôles de commerce, pour ceux qui commercialisent ce type de produits, dont la vente aux particuliers est interdite entre le 11 et le 15 juillet. On a saisi près de 2000 mortiers d'artifice, et il y a eu une douzaine d'interpellations au titre de cette action contre les mortiers d'artifice. C'est donc un week-end à haut risque au niveau de la sécurité. Les autorités craignent des débordements, notamment après cette finale entre le PSG et Chelsea. Un dispositif de sécurité colossal est donc prévu. Bonjour Maëva Lamy, on va faire le point avec vous. Maëva, on va commencer par demain. Qu'est-ce qui est prévu ce dimanche? Alors demain, à l'occasion donc du match, eh bien, il y a déjà un premier dispositif autour des Champs-Élysées. À partir de 19 h, aucun rassemblement ne sera toléré sur l'avenue. Les places de l'Étoile et de la Concorde seront également fermées à la circulation. Ça, c'est pour les Champs-Élysées. Et puis plus globalement, à Paris, eh bien, les fan zones seront interdites, toutes les fan zones. Et les rassemblements non déclarés seront également interdits à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Et ça va continuer, Maëva, lundi avec les festivités du 14 juillet. À nouveau, là, de nombreuses restrictions. Exactement. On va déjà parler du défilé qui sera organisé avenue des Champs-Élysées. Alors là, des restrictions seront en vigueur sur plusieurs voies, des 8e, 16e, 17e arrondissements. Il y aura également un système de filtrage avec des fouilles. Les rassemblements non déclarés seront là aussi interdits autour des champs. Et puis plusieurs stations de métro seront fermées. Ça, c'est donc pour le défilé. Le soir du 14 juillet, lundi, il y aura un concert et puis un feu d'artifice sur le Champ de Mars. 60 000 personnes sont attendues. Et donc là aussi, il y aura plusieurs mesures qui seront mises en place, des mesures de restriction de la circulation et du stationnement. Et il y aura aussi plusieurs ponts qui seront interdits à la circulation. Par exemple, le pont d'Iéna, de Bir Hakeim ou encore de l'Alma. Plusieurs stations de métro seront là encore fermées. Et puis je voulais mentionner un dispositif de Safe Place qui va être mis en place si vous êtes témoin ou victime de violences sexuelles. Au total, sachez que sur 2 jours, 11 500 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés à Paris. Merci beaucoup Maëva pour toutes ces précisions. Et on parle bien sûr de ce week-end à haut risque avec notre invité Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de BFM TV. À quoi vous vous attendez, vous, pour ce week-end prolongé? On s'attend à un week-end extrêmement mouvementé. On espère que ça ne virera pas au chaos. En tous les cas, le préfet de police sur la plaque parisienne a mis les moyens, plus de 11 500 forces de l'ordre, et forces de sécurité intérieure, pour
justement prévenir et circonscrire au plus vite tout type d'incidents qui pourrait y avoir et qui y aura malheureusement, parce qu'on le sait, hein, ces festivités du 14 juillet amènent énormément de violences urbaines dans plusieurs zones de notre territoire, parce qu'au-delà de ça, c'est toute la France qui est, en tout cas toutes les forces de sécurité intérieure qui sont mobilisées, hein. 130 000 policiers, gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire national, parce qu'on le sait très bien, il va y avoir des débordements, il va y avoir des attaques envers les forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le ministère de la Justice a mobilisé aussi les différents parquets pour essayer d'amener une réponse pénale au plus vite. Alors, Laurent Nunez l'a annoncé, il n'y aura pas de fan zone. Pourtant, il n'y en avait pas non plus lors de la finale de la Ligue des Champions de fan zone. Ça n'a pas empêché des débordements. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence là demain à l'issue du match qu'on espère favorable pour le PSG? Alors, c'est qu'il y a déjà les festivités du 14 juillet. Donc, il y a déjà tout un périmètre qui a été mis en place hein, pour le défilé du 14 juillet. Donc, déjà, il y a énormément de force. Hein. Il y a aussi l'armée qui va garder toute leur zone pour le 14 juillet. Donc, et il y a toute cette mobilisation des forces de l'ordre, hein, quasiment 12 000 fonctionnaires de police, c'est un gros dispositif massif. Donc on va bien évidemment mettre en place des surveillances, que ce soit sur les réseaux sociaux. Hein, les services de renseignement vont regarder s'il n'y a pas des appels justement à venir semer le chaos et le désordre. Mais on va être attentif à cela. Il y a aussi tout un... il y a beaucoup de travail en amont qui est fait par les différents services de police, hein, que ce soit dans les zones où on sait qu'il y a de la criminalité, où on sait qu'il y a des individus qui vont commettre des exactions. D'ailleurs, beaucoup de contrôles de commerce qui vendent des feux d'artifice, qui nous pourrissent la vie au quotidien, nous fonctionnaires de police, parce qu'on a des mal à intervenir quand vous êtes pris sous un feu nourri de ces mortiers d'artifice qui sont extrêmement dangereux, où d'ailleurs des collègues ont été gravement blessés ces derniers mois. Je pense à Rennes, où un collègue de la brigade canine qui a été grièvement blessé. Donc, on est sur des dispositifs qui vont être lourds. En tous les cas, on va faire tout pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'avais une dernière question, brièvement. Toutes les personnes qui se rendront sur les Champs-Élysées pour suivre le défilé lundi seront fouillées. Est-ce que c'est possible, ça, en termes d'organisation? Ça se passe comment pour vos collègues sur le terrain? Oui, alors vous savez, on est rodé maintenant sur tout type, sur ces gros dispositifs de sécurité. Malheureusement, on est obligé de surdimensionner les services la protection de tous ces grands événements. On va faire des périmètres étanches, ça c'est ce qui fonctionne. On va faire des fouilles en amont, on va retirer tout type d'objets dangereux, parce que il y a aussi la menace terroriste qui est toujours pesante sur notre pays. On l'a, nous, en tant que policiers, dans la tête. Donc, on va forcément regarder tout type de comportement suspect qui pourrait, ou d'individus qui pourraient passer à l'acte. Les loups solitaires, c'est le gros problème que nous avons dans notre pays. On a pu voir au Tour de France un individu qui a attaqué un fonctionnaire de police en sortant un couteau. Donc, voilà, on est très attentif. Malheureusement, on est obligé de surdimensionner ces dispositifs, de mettre énormément de force. Sinon, ça ne pourrait pas bien se passer. C'est ça la grosse difficulté qu'on a dans notre pays actuellement, c'est qu'on a affaire à des individus qui sont sans foi ni loi, malheureusement. Merci beaucoup. Axel Ronde, je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat CFTC et Police. Merci d'avoir réagi sur l'antenne de BFM TV. Et notez que ce défilé du 14 juillet, ce lundi, sera à suivre, bien sûr, sur l'antenne de BFM TV. Dispositif spécial pour vous, pour le suivre en direct dès lundi matin, à partir donc de 7h avec Maxime Switek et toute la rédaction qui sera mobilisée. Alors, ce match de foot demain et le défilé, vous allez peut-être les suivre bien sûr à la télévision, sur votre lieu de vacances, puisque vous êtes nombreux en ce moment sur la route Bison Futé à hisser le drapeau rouge partout en France dans le sens des départs, et c'est même du noir en Auvergne-Rhône-Alpes où l'on vous retrouve, Damien Charton. Alors chaque année on s'y attend, c'est toujours très difficile, notamment entre Valence, Orange, Avignon, Marseille, et aussi pour aller en direction de l'Espagne. Où est-ce que vous vous trouvez là? J'imagine que c'est peut-être du côté de Valence, si ma géographie est bonne.
Non, on était à Valence à 8h30 avec Sébastien Allec. Là, on est revenu à la sortie de Lyon parce qu'il y a eu un accident à Solèze qui a considérablement ralenti les temps de parcours. Et là, il est en passe d'être résorbé. Mais à la sortie de Lyon, soyez prudents, ça roule en accordéon. Le trafic est dense et les temps de parcours, 3h55 pour faire Lyon-Orange contre 1h35 habituellement. Donc c'est une journée très difficile, surtout dans cette vallée du Rhône, vous l'avez dit comme d'habitude. On a interviewé ce matin le chef du PC de sécurité de Vinci Autoroute à Valence. Écoutez ses conseils. Partir avec un véhicule qui ne soit pas prêt, partir sans nous-mêmes être prêts à faire de la route, ne pas avoir à manger ou à boire dans la voiture et quitter la route des yeux. On ne quitte pas la route des yeux. On ne prend pas son téléphone, on ne prend pas de tablette, on reste concentré sur la route, sur son environnement, sur le véhicule qui est devant nous et on fait attention aux interdistances. Aujourd'hui, avec les circulations en accordéon qu'on voit sur l'autoroute, il va falloir être très vigilant à ces interdistances et à ce risque d'accident. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 000 véhicules par jour qui circulent aujourd'hui sur la 7. C'est 75 000 habituellement, donc beaucoup de monde. Donc soyez vigilants, prudents et puis évidemment pour les longs trajets, c'est une pause toutes les 2 heures qui est recommandée. Merci beaucoup Damien Charton et je profite de la pause à venir pour réviser ma géographie et ne pas confondre Lyon avec Valence. Merci à vous. Tenez, avant de marquer une pause, on souhaitait poser cette question. Est-ce que le site mégalithique de Carnac va rejoindre le patrimoine mondial de l'UNESCO? Sauf surprise, l'UNESCO va inscrire aujourd'hui les monuments mégalithiques, les menhirs, les dolmens et alignements vieux de la préhistoire au patrimoine de l'humanité. Ce n'est pas rien, c'est une grande première, une grande fierté également, surtout pour les habitants du golfe du Morbihan. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. Vous restez bien avec nous sur l'antenne de BFM TV. Dans un instant, la suite du Déj Week-end. On reparle bien sûr des orages, des risques d'inondation entre Perpignan et Narbonne. Virginie Wilson-Lévy nous le disait tout à l'heure, ça pourrait se décaler aussi vers le nord et vers l'est. Vigilance orange activée pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales. A tout de suite sur BFM TV.